Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Franck Albert, passe-président du CNCH, et je suis très heureux donc de vous retrouver ce soir pour un webinaire de 30 minutes pour essayer de tout savoir sur et toutes les nouveautés sur la cardiopathie hypertrophique. Donc, bienvenue sur la chaîne du CNCH, et nous avons l'honneur d'avoir un expert qui va nous faire un petit peu le point sur la cardiopathie hypertrophique, qui est le professeur Jean-Noël Trochu, chef de service de cardiologie à Nantes et qui est aussi le président du Collège national des enseignants de cardiologie. Alors, quand je fais ChatGPT, donc tu es un professeur éminent, tu diriges l'Institut du thorax et notamment toutes les pathologies complexes jusqu'à la transplantation cardiaque avec beaucoup de travaux de recherche sur des approches innovantes en cardiologie, en thérapeutie cellulaire et génétique, ainsi que sur les mécanismes physiopathologiques des pathologies cardiaques. Et tu es aussi vice-président de la recherche au CHU de Nantes. Bon, bonjour Jean-Noël, votre ChatGPT te connaît bien et donc on Merci va te Franck. Ouais, laisser ensuite nous faire une petite présentation. Je voudrais remercier quand même les laboratoires BMS qui sponsorisent ce webinaire. Nous sommes 200 inscrits cardiologues pour ce webinaire qui est à la fois en ligne mais qui sera aussi en replay dès demain. Vous pouvez poser vos questions en direct sur la plateforme Zoom sur un onglet afin de créer de l'interactivité. Et puis Jean-Noël, on va te laisser commencer à présenter ton diaporama. Merci Franck pour cette introduction et merci à ChatGPT pour ses commentaires plus qu'élogieux, incroyable. Il se trompe pas en général. Tu sais, c'est l'IA maintenant, donc ce n'est que la réalité. Donc tu peux me confirmer que je suis bien dans quelques secondes en diaporama, en Alors, oui, il faut que tu écran. te mettes en plein écran, c'est parfait. Parfait. Merci, donc merci au laboratoire BMS, merci au CNCH de m'avoir invité à discuter avec vous. Voilà sur ce que nous faisons en cas de CMH. Donc ça sera illustré par quelques cas pratiques. Et j'espère que cela permettra après voilà, d'envisager une modification de certaines pratiques puisque ça bouge beaucoup. Voici mes liens d'intérêt avec cette présentation. Alors, quand on parle de cardiomyopathie hypertrophique, globalement, c'était bien rappelé dans les recommandations essais sur la CMH de 2014, c'est que dans la majorité des cas, c'est-à-dire 60% des cas chez l'adulte jeune et l'adulte, euh, elles vont être liées à une anomalie d'une protéine sarcomérique, sous-tendue principalement par des mutations de deux gènes, MYBPC3 et MYH7 que vous voyez ici à gauche. Après, dans 10% des cas, on aura d'autres pathologies qui sont beaucoup plus rares, en particulier des glycogénoses. Alors nous, on a quelques glycogénoses de type 3. Euh, on a des maladies lysosomales de type maladie de Fabry qu'on commence à reconnaître de façon un peu plus précisément. Certaines maladies neuromusculaires comme l'ataxie de Friedreich, pardon, des cytopathies mitochondriales et puis bien sûr l'amylose qui vient dominer actuellement le tableau. Voilà, donc principalement quand même derrière la cardiomyopathie hypertrophique des atteintes sarcomériques. Alors, elles sont caractérisées par des anomalies fonctionnelles avec une obstruction dynamique qui va faire l'objet de l'attention du traitement, d'une dysfonction diastolique et d'une dysfonction systolique qui peut coexister et devenir très dominante vers la fin de l'histoire. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, 70% des cardiomyopathies hypertrophiques vont être associées à une obstruction, soit présente dès le repos, soit après un test de provocation, que ce soit le test de Valsalva, l'écho d'effort ou l'orthostatisme, et on va y revenir. Voilà, pourquoi traiter l'obstruction, qui est quand même un objectif principal lors de la prise en charge d'une cardiomyopathie hypertrophique? Bien, pour trois objectifs. Premièrement, soulager les symptômes. Les symptômes sont à rapprocher quand même de l'existence d'une obstruction, que ce soit donc la dyspnée des formes, les douleurs thoraciques et la fatigue. Donc, premièrement, traiter l'obstruction parce qu'on va améliorer le patient. Après, vous voyez que dans le score de risque de mortalité subite, on intègre l'obstruction, hein, qui est un élément qui peut être associé avec l'accroissement du risque de mortalité subite et qu'on intègre dans ce calcul du risque européen. Et la troisième raison, c'est que l'obstruction va être associée avec un risque de développement d'une insuffisance cardiaque et d'événements cardiovasculaires plus fréquents. Ça avait été bien démontré dans un travail de Patricia Réan, qui montrait que les patients avec un gradient supérieur à 50, bah, finalement, avaient beaucoup plus d'événements.
Et le travail de Maron ici montrait que l'existence d'une obstruction, qu'elle soit provoquée ou déjà présente au repos, est associée à une proportion plus importante de patients qui vont développer, qui vont évoluer vers la classe 3 et 4, voilà, ou déclencher une insuffisance cardiaque de repos bien marquée. Donc, au moins trois raisons principales de s'occuper de l'obstruction. Alors, comment la rechercher? Eh bien, on la recherche au repos. La CMH se définit par une obstruction supérieure ou égale à 30 mm de mercure, mais hémodynamiquement significative lorsque le gradient est supérieur ou égal à 50 mm de mercure. Donc, ce n'est pas forcément présent au repos, donc on le recherche après différentes manœuvres, principalement la manœuvre de Valsalva, qui est relativement simple à réaliser. Alors, demandez au patient d'inspirer, mais pas forcément de façon trop ample, parce que sinon vous avez pu avoir une bonne fenêtre pour mesurer le gradient, et puis de bloquer la glotte et de pousser sur le diaphragme pour générer ce gradient. Mais celui-ci peut être généré aussi par un changement de position. Et vous voyez ici qu'on avait chez ce patient un gradient en position allongée autour de 23 qui, en orthostatisme, augmentait significativement voilà, autour de 80. Et puis certains disent que il est parfois plus intéressant de voir les patients après un repas de midi bien chargé, ce qui va permettre aussi de sensibiliser et d'augmenter le gradient. Donc on recherche ce gradient et après on va, voilà, ce qui va dicter notre stratégie de prise en charge. Lorsqu'on n'y arrive pas par ces manœuvres simples de repos ou de changement de position, on va le rechercher à l'effort. Et l'échocardiographie d'effort est un examen important pour la recherche du gradient, de l'obstruction. Donc, on voit ici sur cet exemple en haut que au gradient d'effort intervient ici un SAM qui va participer. Et sur ces courbes en bas, bon, c'était l'illustration de l'absence de gradient à l'effort. Voilà, donc l'échographie d'effort est importante. Et une fois qu'on a déterminé l'existence de ce gradient hémodynamiquement significatif, il faut voir quel est son mécanisme. Et donc, c'est une diapo un peu complexe, mais qui reprend bien la recherche notamment des mécanismes de gradient. Est-ce que c'est lié au sable? Est-ce que ce gradient est plutôt médiocavitaire? Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres éléments associés comme des membranes sous-aortiques? Est-ce qu'il y a une composante de rétrécissement aortique avec un remodelage des sigmoïdes? Et quelle est la participation également du muscle papillaire, c'est-à-dire que l'intervention sur le septum ne va pas corriger finalement un gradient avec un mécanisme principalement lié au muscle papillaire. Donc il y a tout ce travail d'imagerie multimodalité avec des discussions pluridisciplinaires, donc la HORTIM dont on parle, qui est un point essentiel de la prise en charge de ces CMH. Et puis, lorsque l'on s'oriente vers une stratégie de réduction septale, que ce soit la chirurgie ou l'alcoolisation septale, il faut prendre en compte la morphologie. Les recommandations de 2014 insistaient bien sur le fait qu'une épaisseur supérieure à 30 mm serait associée à moindre chance de réussite de l'alcoolisation septale et qu'une épaisseur de paroi inférieure à 16 mm était à risque de lésions et de communication éventuellement interventriculaire, quelle que soit la stratégie d'intervention. Donc un temps de pause et d'explication du mécanisme de l'obstruction, qui va D'accord. déterminer les meilleures stratégies. Oui. Donc, on a bien compris que c'était la recherche du gradient, soit de repos, soit provoqué, était un élément important. Mais à partir de quand, finalement, tu vas faire cette recherche de gradient? Est-ce que c'est à partir de 13 mm, 15 mm? Est-ce que finalement, sur une échographie standard, à partir de quand, effectivement, tu vas déclencher cette recherche de CMH? Alors, donc, devant effectivement toute cardiomyopathie qui se présentera de type sarcomérique, on va rechercher le gradient, bien évidemment. Après, à partir de 13 mm ou un brûlé sous-aortique, on va rechercher par une manœuvre de Valsalva s'il n'y a pas une composante d'obstruction. D'accord. Pour l'anecdote, hier, j'ai vu une patiente en échocardiographie avec un simple BSA, elle était âgée, et elle avait une obstruction significative. Voilà, elle avait un petit bourrelet septal à 13-14 mm. Elle se plaignait de dyspnée et voilà, le Valsalva est sorti très positif. Voilà, alors, ça ne veut pas dire qu'on va la traiter avec des inhibiteurs de la myosine, mais elle avait un traitement antihypertenseur avec des vasodilatateurs voilà, qui est peut-être la première étape à ajuster comme traitement. D'accord. Donc oui, ne pas hésiter, c'est des mesures très simples à faire, hein, qui ne prennent pas beaucoup de temps et bien s'attacher à les réaliser.
Donc, premièrement, présence d'un gradient, soit de repos, soit provoqué hémodynamiquement significatif, et on recherche la présence de symptômes. S'il y a des symptômes, on va déclencher la prise en charge thérapeutique. En l'absence de symptômes, les recours européens 2023 disent qu'éventuellement, vous pouvez considérer, mais vous voyez que c'est du 2B, donc pas très très fort, la prescription malgré tout d'un bêta-bloquant ou de verapamil chez certains patients. Concernant le... Alors, j'ai perdu mon pointeur. Revenu en arrière. Voilà. Concernant la prise en charge donc, thérapeutique, voilà, c'est cette diapositive. Cette pathologie, elle est caractérisée par un état d'hypercontractilité du myocarde. Donc, l'objectif des traitements qui sont déclinés sur cette diapositive, c'est d'aller moduler cette hypercontractilité. Donc, le premier médicament, c'est les bêta-bloquants. Alors, on voit ici que les études concernant les bêta-bloquants ne sont pas si nombreuses, que en tout, voilà, on va avoir une population de patients qui n'est pas si énorme que ça. Mais globalement, l'objectif, c'est de diminuer l'inotropie, diminuer la fréquence cardiaque, augmenter donc la phase de remplissage diastolique et de façon à diminuer l'obstruction intraventriculaire et sous-aortique. Alors, la dernière étude sur les bêta-bloquants, vous voyez, elle date de 21, c'est une étude randomisée, 29 patients, donc croisés, métoprolol versus placebo. Et cette étude a démontré très clairement que les bêta-bloquants, il s'agissait ici du métoprolol, voilà, avec une titration de 50, 100, voire 150 mg, permettait de réduire significativement le gradient donc, au repos, le gradient au pic de l'effort et le gradient post-exercice et que c'était associé à une amélioration fonctionnelle, réduction de la dyspnée et des douleurs thoraciques. Mais le traitement bêta-bloquant n'avait pas d'effet sur la durée de l'effort dans cette étude. Donc, les deux recommandations dernières européennes, américaines, considèrent qu'il faut donc prescrire en première intention, avec une indication forte, les bêta-bloquants non vasodilatateurs, de façon à ne pas voilà, aggraver éventuellement l'obstruction. Donc ça, c'est bien recommandé. Chez les patients qui restent symptomatiques, vous voyez que les inhibiteurs calciques verapamil ou diltiazem ont une indication de classe 1. Même principe, c'est diminuer l'inotropisme, diminuer la fréquence cardiaque, augmenter la phase de remplissage et diminuer l'obstruction sous-aortique. Et c'est la même recherche qui est réalisée avec le disopyramide, avec la recherche de cet effet inotrope négatif. Donc, une prescription de bonne dose de disopyramide. Et donc, ces deux catégories, ces deux classes médicamenteuses ont le même niveau de recommandation européen ou américain, donc classe 1. Alors, on voit que verapamil et diltiazem sont recommandés pour l'Europe chez les patients pour améliorer les symptômes, chez les patients intolérants ou qui ont des contre-indications. C'est vrai que ce n'est pas suggéré de façon très claire l'association. Alors, nous, on le fait, on associe bêta-bloquants et isoptine en particulier. Les Américains, c'est bien clarifié, c'est une substitution, donc c'est plutôt soit l'un soit l'autre. En revanche, lorsqu'on prescrit le disopyramide, que ce soit l'Europe ou les États-Unis, c'est vraiment en association, en plus du bêta-bloquant ou du verapamil ou du lithiazème. Donc voilà, des petites nuances dans les prescriptions, mais globalement, autant donc le disopyramide, on va voilà, l'associer au bêta-bloquant, les inhibiteurs calciques, c'est pas évident, mais moi je le prescris en association, d'autant que les inhibiteurs calciques sont parfois plus efficaces sur les douleurs thoraciques que ne le serait le bêta-bloquant tout seul. Donc voici, Et alors, tu vas jusqu'à quelle dose finalement d'anticalcique? eh bien, l'isoptine, on commence, alors si on a peur sur la tension, la fréquence, alors ces patients sont souvent bradycardes, on commence doucement, on peut voilà, démarrer à 120 mg et puis parfois passer à dose pleine de 240 sur le disopyramide. Je n'utilise pas le diltiazem. Et il y avait d'ailleurs des faux d'approvisionnement récents sur le diltiazem. D'accord. Et Donc, pour les bêta-bloquants, tu utilises les mêmes qu'on a dans la dysfonction VG systolique ou... oui, alors le bêta-bloquant, nous on a une prédilection pour le nadolol. On aime bien que ce soit les bêta, ils sont très bêta 1, bêta 2 bloqueurs, Ouais. le nadolol. Donc c'est celui qu'on utilise. Il y a aussi la Vlocardil. Et puis dans la pénurie phase de pénurie de nadolol, on l'a remplacé par le bêtaxolol, souvent, qui voilà, était également bêta 2. Et chez certains patients, on l'a remplacé par du bisoprolol et globalement, ça a été transparent pour certains. Donc D'accord. voilà. Et on a des problèmes d'approvisionnement quand même maintenant pour le disopyramide, non?
Alors le disopyramide, c'est une vraie tension. Alors moi, j'utilise peu le disopyramide, je suis pas très à l'aise non plus. Je le prescris, voilà, faut pas qu'il y ait trop d'inconduction intraventriculaire de toute façon. Mais le disopyramide, oui, il y a eu une tension et puis il est plus remboursé, je pense, en France. Hmm. Il n'est pas disponible en Allemagne. En Grande-Bretagne, il est disponible, mais effectivement, voilà, c'était moins facile. Et donc, on sollicite les autorités pour le rendre accessible, hein, et pour qu'il n'y ait pas d'un arrêt de sa production. Ok. Et donc là, c'était un exemple de patiente, alors très forte dose de nadolol, hein, vous voyez que c'est pas habituel, hein. Moi, je me suis plutôt à 1 comprimé, 1,5 comprimé, rarement à ces posologies-là, mais vous voyez qu'on est passé de 92 et avec l'association au disapyramide, on a pu baisser jusqu'à 30 millimètres de mercure. Alors, toujours dans les indications de classe 1, oui, on a les techniques de réduction septale, donc, qui vont être préférées s'il y a des anomalies valvulaires ou membranes sous-aortiques. Ça dépendra du risque opératoire global du patient, de son âge et de l'expérience du centre. Pour la chirurgie, voilà. Après, l'alcoolisation septale, c'est également la même chose, expérience du centre. Et puis, bon, il faut avoir de belles artères, et puis un territoire qui est bien répertorié auparavant par l'injection de bulles. On peut être amené à ne pas y aller si le territoire est trop important, mais il faut que le territoire concerné par l'interceptal intéresse vraiment la zone d'obstruction. Donc c'est très important, et d'où l'idée de centre expérimenté. Alors, Est-ce que vous faites dans ce cas-là pour paire procédure de l'écho de contraste ou des choses oui, comme ça? c'est ça, exactement ça. On a de l'écho de bulles pour bien voilà, valider la zone et l'artère à alcooliser. Tout à fait. Et chez nous, c'est un cardiologue expert qui s'en occupe depuis des années. On a vraiment une grande confiance en lui, mais c'est vraiment la Heart Team et la collaboration entre les experts qui permet la meilleure prise en charge. Après, c'est douloureux, effectivement, ça crée des petits infarctus. Et donc, il nous faut également quelques anesthésistes en salle. Alors, lorsqu'on compare l'efficacité, alors les recommandations sont plutôt en faveur d'utiliser la myomectomie malgré tout. Vous voyez cette étude qui regroupe pratiquement 4000 patients sur 3 gros centres américains. On voit que finalement, pour les patients avec une cardiomyopathie obstructive, la myomectomie va être associée à un moindre risque de mortalité cumulée, ici en bleu. Et lorsque on va donc l'ajuster à l'âge, le sexe et les comorbidités, bon, ça devient moins important la différence, mais là encore, on voit que la myomectomie semble quand même un peu plus voilà, efficace sur le critère mortalité. Mais bon, c'est effectivement plus invasif. Et donc les recommandations européennes, et c'est la même chose pour les États-Unis, c'est donc technique de réduction septale dans des centres expérimentés chez les patients qui ont des symptômes, un gradient supérieur ou égal à 50 et en classe 3 et 4 NYHA. On va préférer la myomectomie septale chez l'enfant et puis lorsqu'il y a un geste sur lavage mitral associé. Et puis, autre indication, c'est l'existence également de syncope d'effort, de gradient supérieur ou égal à 50 mm de mercure. Vous voyez qu'ici, on a un classe 2A. Bon, c'est des patients qui sont malgré tout moins fréquents. Concernant, dernier point sur les techniques interventionnelles, avant d'aborder les inhibiteurs de la myosine, c'est la stimulation ventriculaire. Vous voyez qu'on est sur une indication beaucoup moins forte, on est sur du 2B. On peut considérer donc l'implantation d'un stimulateur cardiaque avec une optimisation du délai AV chez les patients qu'on n'arrive pas à contrôler, qui sont contre-indiqués à une prise en charge interventionnelle et chez qui on a un gradient qui reste supérieur à 50 mm de mercure et chez qui on veut utiliser plus facilement les inhibiteurs calciques ou les bêta-bloquants. Hein, c'est vraiment l'indication. Et bien sûr, si on a indication de défibrillateur en prévention primaire ou secondaire, bien évidemment, voilà, on va pouvoir recourir aussi, profiter de cette occasion pour essayer de désynchroniser ce septum et d'ouvrir un peu la chambre de chasse, avec parfois des résultats tout à fait satisfaisants. Voyez-vous que voilà, dans cette observation, on avait un patient sous nadolol et isoperamide qui gardait un gradient supérieur à 80 et voilà, qu'on a pu diminuer à 40 mm de mercure. Voilà, à l'époque, on n'avait pas encore les inhibiteurs de la myosine pour ce patient. Donc en classe 2A, donc sont arrivés les inhibiteurs de la myosine.
Donc, ils vont diminuer donc les ponts actine-myosine et diminuer et agir sur cette hypercontractilité. Donc, le first in class, c'est le mavacantem et celui qui arrive en deuxième, c'est l'aficantème. Donc, vous voyez que malgré tout, ils sont de B, de A en indication, mais on a un niveau de preuve qui devient quand même euh, finalement plus important que les plus anciens, hein, qui ont pour eux le recul de l'âge. Et vous voyez qu'on a ici plutôt des séries de 500 patients et maintenant beaucoup plus, avec des essais randomisés, mais on n'a pas encore de critères de mortalité. Alors le first in class et le mavacantem, il y a eu deux études courtes et puis elles ont été prolongées. Donc la première étude relativement courte, c'est Explorer HCM et la deuxième, c'est Valeur HCM, c'est des patients adressés pour une alcoolisation ou une réduction septale. Donc deux programmes qui ont été après poursuivis, les patients sous placebo ont été passés sous traitement actif. Donc l'étude Explorer HCM qui date un peu, hein, mais qui a fait sensation, c'est donc le mavacantem prescrit chez les patients avec une obstruction significative et les études ont clairement démontré une réduction importante du gradient au repos après Valsalva et puis le gradient au pic et post-exercice physique. Voilà, donc on avait un patient ici qui avait très très bien répondu dans l'étude, hein, avec un gradient qui est passé de 80 à 15 mm de mercure et qui s'est franchement amélioré sur le plan clinique. Ça espère avec une amélioration des symptômes. Et vous voyez que la fraction d'éjection ventriculaire gauche en haut à droite baisse un peu, mais pas de façon significative. Cette étude donc a été par la suite prolongée et ce qui est intéressant, c'est de voir que sur une médiane de 62 semaines, donc à plus d'un an, avec jusqu'à 123 semaines pour certains patients, on a un maintien du résultat sur le pic au repos, le pic après Valsalva et que la baisse de la fraction d'éjection reste stable. Voilà, il y avait pas, il y avait, en fait, il y avait 5% des patients qui ont baissé leur fraction d'éjection de moins de 50%, qui étaient transitoires et qui n'étaient pas associés à des événements secondaires réversibles et chez qui les patients on a pu reprendre le traitement. Voilà, il n'y a pas eu plus d'arythmie supraventriculaire chez les patients traités par MAVAC par rapport au groupe placebo. Voilà. Puis on a une baisse des biomarqueurs significative et qui se maintient au cours du traitement prolongé. La deuxième étude, relativement courte, c'est celle qui concernait les patients adressés dans les centres pour une alcoolisation ou une réduction septale, chez qui on introduisait le mavacantem. Et donc, on retrouvait dès la quatrième semaine une réduction significative du gradient à la fois repos et du gradient après Valsalva. Et puis finalement, il y avait une amélioration plus importante de la classe NYHA chez les patients traités par mavacantem. Et puis, il y avait beaucoup moins d'indications à aller à l'alcoolisation ou la réduction septale chez les patients qui étaient traités par inhibiteur de la myosine. Alors, l'aficantème, ils ont pris une approche un petit peu différente, ce qui était intéressant et important pour se dissocier des résultats précédents. Ils se sont dit, ben, on va réfléchir à un autre critère principal qui est l'amélioration du pic de VO2. C'était relativement risqué, mais ils avaient des petites études préliminaires à droite qui montraient que ben, finalement les bêta-bloquants ne changeaient rien au pic de VO2, que des petites séries montraient que les inhibiteurs de la myosine pouvaient avoir un effet, et puis la réduction septale, que ce soit la chirurgie ou l'alcoolisation, améliorait le pic de VO2. Alors pour nous, sur un cardiologue, c'est un critère important et on sait que voilà, autour de 2 millilitres par kilo par minute d'amélioration du pic de VO2, il y a un effet clinique qui est quand même bien sensible et qui est corrélé d'ailleurs à une augmentation du périmètre de marge, une amélioration de la qualité de vie, etc. Donc leur étude a consisté à administrer de l'aficantème, voilà, qui est une demi-vie sans doute un peu plus courte que le mavacantem, chez voilà, des patients qui avaient un gradient supérieur à 30 au repos ou supérieur ou égal à 50 après Valsalva. Et l'étude montrait clairement une augmentation significative du pic de VO2 chez ces patients. Et vous voyez qu'on atteint pratiquement, voilà, et en peu de temps, en 24 semaines, on atteint pratiquement 2 millilitres par kilo par minute, qui est cliniquement parlant. Ceci était associé à une réduction du gradient et dans les mêmes délais hein, que le mavacantem, on est à 4 semaines ici, du gradient de repos après Valsalva, une amélioration de la classe NYHA, et puis une amélioration des critères de qualité de vie qui perdaient dès l'arrêt effectivement du traitement.
Et donc, voici un de nos patients. Alors, dans ces études versus placebo, on a quand même une réponse ouais, qui nous permet de supposer que les patients recevaient la molécule active avec un gradient qui passait ici de 75 à 4 mm de mercure. Voilà. En parallèle, il y avait aussi, sur des critères indication d'alcoolisation ou de réduction septale par chirurgie, il y avait moins de. Voilà, les patients ne relevaient plus de ces critères-là, un peu comme l'étude valeur HCM, et le NT-proBNP montrait les mêmes tendances, ou franche amélioration plutôt, et qui étaient perdues à l'arrêt du traitement. Voilà, alors donc le mavacantem, on a les études, on a eu la phase précoce, un accès précoce jusqu'à l'été 2024. Globalement, on sait qu'il y a à peu près 580 patients qui ont été traités. Actuellement, on est sur une prescription initiale hospitalière. Donc la dose, elle est adaptée au statut phénotypique du patient sur la façon dont il va métaboliser la molécule. Donc il faut faire un dosage du cytochrome de C19. Donc c'est un examen qui est simple, c'est une prise de sang qu'on adresse au laboratoire que vous aurez identifié. Et personnellement, moi j'attends toujours ce résultat avant de démarrer la dose, puisque après ça permet d'ajuster plus facilement la stratégie de traitement. Il y a des interactions avec le verapamil, par exemple. Et puis, alors, j'ai des patients traités par mavacantem et verapamil qui sont métaboliseurs normaux. Donc voilà. Mais il y a un arbre, une stratégie de prescription qui est facile et qui est bien expliquée par les documents que nous avons pour l'aide à la prescription. Il faut savoir qu'il y a des protecteurs gastriques. L'oméprazole, qui est un anti-acide, anti-H2, a des interactions. Il faut être vigilant. Le jus de pamplemousse. Voilà. Donc il y a quelques interactions à connaître sur lesquelles il faut informer le patient. Les pharmaciens font le relais aussi de ces informations. Donc, la suivi de la prescription, c'est une surveillance par échocardiographie, gradient FEVG, toutes les 4 semaines jusqu'à la 12e semaine, puis tous les 3 mois, avec une adaptation de la posologie à partir de la 12e semaine si le gradient reste un peu trop élevé. On peut arrêter temporairement le traitement si la FEVG est inférieur à 50%. On peut diminuer les doses si le gradient devient rapidement inférieur à 20 mm de mercure au repos ou après Valsalva, hein, bien évidemment, après provocation. Et moi, j'ai dû diminuer à 2,5 mg un patient, mais qui avait voilà, une altération du métabolisme, qui était un métaboliseur intermédiaire. Voilà, les contre-indications, c'est les FEVG basses et puis la femme enceinte, où la femme enceinte, hein, il faut vraiment être vigilant chez les femmes jeunes et c'est pas compatible avec un désir de grossesse. Il y a encore quand même beaucoup de questions, hein, c'est pas réglé, mais c'est une ère tout à fait intéressante. C'est alors combien de patients dans notre patientèle relèvent de cela? Alors on a une étude italienne intéressante. Eux, ils ont regardé sur leur cohorte 1700, leur registre plutôt italien, de cardiomyopathie hypertrophique, donc 40% environ en rouge avait la persistance d'un gradient significatif malgré donc un traitement. Et vous voyez que c'était principalement en haut des bêta-bloquants. Mais en Italie, il y avait quand même une proportion de prescription de disopyramide qui est voilà, relativement importante, je trouve, en association bêta-bloquant. Et donc globalement, si on prend les critères ESC des recommandations, il y avait 50% des patients de leur patientèle qui pouvaient relever de la prescription d'un inhibiteur de la myosine, donc un patient sur deux. Euh, quel facteur influence la réponse au traitement? Mais on ne sait pas encore très bien. Est-ce que c'est le siège de l'obstruction? Est-ce que c'est la participation du SAM? La participation de l'obstruction du pilier? Il y a encore plein de choses à décrire. Est-ce que la génétique va influencer, c'est-à-dire génotype négatif, ou est-ce qu'une mutation plus qu'une autre? Pour l'instant, on n'a pas l'impression, mais ça sera intéressant à étudier. Est-ce que l'hypertension artérielle va influer? D'une façon générale, on se rend compte dans nos cohortes que l'hypertension n'est pas si rare, mais les patients ne sont pas forcément tous jeunes, hein, et on a des CMH chez des patients âgés. Est-ce qu'un jour on pourra l'utiliser en monothérapie? Alors, c'est une étude qui est en cours avec la ficantème. Est-ce qu'il va toujours rester en deuxième intention, pourquoi pas en première intention à un moment donné? Les effets sur le remodelage inverse, hein, ce qu'on attend toujours sur une cardiopathie, une cardiomyopathie. Eh bien, on a quelques essais sur des IRM qui avaient été réalisés sur l'étude Sequoia avec l'aficantème.
Voilà, ils avaient 21 patients qui ont pu avoir donc une IRM et 29 placebos. Et ils ont montré que dans leur étude, le NT-proBNP diminuait, on l'a vu, mais il y avait un remodelage inverse de l'atrium gauche, donc une diminution de la taille de l'oreillette, une diminution du gradient, on l'a vu, mais une diminution de la masse ventriculaire gauche significative, diminution de l'épaisseur ventriculaire gauche, après des variations non significatives sur la fibrose et le volume extracellulaire et pas d'effet sur la taille du volume de la chambre ventriculaire gauche. Alors ça, c'est intéressant parce que ça agit finalement sur des paramètres que on intègre, nous, dans le risque de mort subite. Et par exemple, donc, on va pouvoir agir sur le gradient avec ces traitements. On va pas avoir d'effet sur la fonction ventriculaire gauche et parfois on va la baisser. On a des effets, comme on l'a vu, sur l'épaisseur, l'atrium gauche. Sur les troubles du rythme supraventriculaire, il faut encore creuser, mais voilà. Est-ce qu'il y aura un signal positif? Et puis sur la fibrose, on voit que voilà, c'était pas évident sur la dernière étude, mais peut-être que ça le sera. Mais globalement, on agit sur les paramètres de risque. Et donc c'est intéressant et c'est l'occasion de rappeler que dans une CMH, donc on calcule ce score hein, qui est disponible facilement sur Internet. Donc si c'est à faible risque, je sais pas pourquoi ça bouge ça. Vous avez quelle diapositive? Oui, c'est celle-ci. Ok. Si c'est à faible risque, eh bien, il n'y a pas d'indication de défibrillateur, mais c'est vrai que maintenant, si la pression d'éjection est altérée, il y a une zone de fibrose importante, on va pouvoir discuter euh, l'indication. Vous voyez qu'on est sur un niveau faible de B. Risque élevé, on a une indication de classe 2A. Et risque intermédiaire, entre 4 et 6%, voilà. Peut-être que les éléments de risque associés comme la FEVG et le rehaussement tardif nous amènera à pouvoir rediscuter peut-être plus facilement l'indication quand on est inférieur à 6%. Question non réglée, c'est également, donc, est-ce qu'il y a intérêt à le prescrire dans les cardiomyopathies non obstructives? Et donc, pour l'instant, les études sont en cours. On a une étude avec les deux molécules. Là, il y avait des résultats préliminaires sur la tolérance dans l'aficantème dans les non obstructives et qui montrait que c'était bien toléré, petite baisse de FEVG, mais qui était voilà, totalement réversible, et puis des effets bénéfiques sur les biomarqueurs, ainsi que sur la classe fonctionnelle et la qualité de vie des patients. Mais voilà, on attend l'étude randomisée. Et puis, cerise sur le gâteau, mais là, on est vraiment hors AMM. Sanji Cho, qui est un pape de l'insuffisance cardiaque avec FEVG préservé, est intéressé à la prescription d'un inhibiteur de la myosine dans ces insuffisances cardiaques associées à des états hyperkinétiques mais sans obstruction et a montré des résultats préliminaires intéressants tout à fait récemment là dans le JAMA avec voilà, une amélioration des biomarqueurs, mais c'est effectivement sous réserve et bien sûr hors AMM. Donc pour conclure, je veux revenir sur cette idée de collaboration et d'équipe pluridisciplinaire pour déterminer le meilleur traitement pour le patient. Donc, vous avez toutes les raisons de vous occuper de l'obstruction et de la rechercher. Euh, Rechercher les mécanismes de cette obstruction par l'imagerie multimodale et voir quel sera le meilleur traitement à proposer aux patients. La stratification du risque reste un élément majeur, notamment le risque de mort subite. Et puis, l'approche séquentielle doit être respectée, bêta-bloquant, verapamil éventuellement et disopyramide. On arrive après chez les patients qui restent symptomatiques sur une indication des modulateurs de la myosine cardiaque et puis les prises en charge chirurgicales qui vont certainement concerner de moins en moins de patients avec l'arrivée voilà, de ces game changers que sont les cantaines. Merci pour votre attention. Merci Jean-Noël. Bon, il nous reste à peine 4 minutes. Deux petites questions. Finalement, le bilan génétique, tu le fais quand finalement? Tu vas aller rechercher. Dans le cadre d'une CMH, on le fait. Les recommandations européennes sont de réaliser le bilan génétique en cas de CMH. D'accord, Qui évoque un aspect sarcomérique. S'il y a un passé d'hypertension artérielle, etc., ce sera peut-être plus discutable, mais CMH qui se présente comme sarcomérique, supérieur à 15 mm ou 13 dans un cas familial, il faut y aller. d'accord. Bilan étiologique, tu fais systématiquement la scintille osseuse pour l'amylose et le Fabry. Il y a des. Alors, la recherche du Fabry, elle est. Alors, nous, on a la chance d'avoir sur nos panels la recherche donc, des amyloses ATTR plus le Fabry. Mais si on veut une réponse plus rapide sur le Fabry, on peut faire le test au Buvard, qui est fait
au décours de la consultation. Et puis l'amylose, ça dépend un petit peu des circonstances, de l'aspect, etc. Mais voilà, on a recours également à la scintigraphie osseuse. Et puis ne pas oublier quand il y a un doute sur l'amylose, d'éliminer l'amylose à elle avant tout, avec un bilan immunologique qui est absolument nécessaire dans la démarche. On recherche les chaînes légères, quoi. Ouais. Ok. Bien, bah, écoute, merci beaucoup.